Bonjour. La vidéo que vous êtes sur le point de visionner est le résultat d'un des tournages les plus chaotiques auxquels j'ai pu être confronté. La canicule qui cède la place à la pluie, les batteries qui tombent en rade, les avions, trains et voitures, les insectes en tout genre et les perruches vertes aux champs agressifs sa race, rien n'a été épargné. Aussi, il est possible, avec un œil extrêmement averti, de détecter quelques faux raccords. Après tout, il va être grandement question de perception pendant les prochaines 43 minutes. Il y a marqué 42, mais en vrai c'est 43 minutes. Par ailleurs, cette vidéo contient un certain nombre de gros mots. Et oui, on y voit également la poitrine d'une jeune femme. Et oui, l'extrait en question n'a aucune motivation sexuelle et la seule visibilité d'une poitrine féminine ne devrait en aucun cas choquer le public, même jeune. Cela étant, si vous ne souhaitez ni entendre de gros mots, ni voir les seins d'une jeune femme, je respecte parfaitement votre position et vous invite à quitter cette vidéo dès à présent. Bon, et si vous êtes encore là, bon visionnage. Il y a quelques jours sur TikTok, j'ai vu un humoriste que j'aime beaucoup, c'est un ancien ingénieur qui s'appelle Don Macmillan. Je vous mets un lien dans la description si vous ne connaissez pas pour le découvrir, il est vraiment génial, il fait des blagues d'ingénieur et de mathématicien. Et alors justement, c'est un extrait de sketch, c'était marrant, où il dit la chose suivante. Il dit il y a 7 milliards d'humains sur Terre. Et il y a environ 1,4 milliard de Chinois. Ce qui signifie que, statistiquement, un humain sur 5 est chinois. Et ça veut dire que si vous avez 4 enfants et que vous en attendez un 5e, il sera chinois. Alors, je sais que ça a l'air complètement absurde, mais statistiquement, c'est vrai. Et c'est à la fois la force et la faiblesse des statistiques. C'est-à-dire qu'on peut les tourner dans tous les sens et faire quasiment ce qu'on veut avec. Titre. Ah, mais t'es là, toi? Bah, bien sûr que je suis là. Bah, tu me connais, attends. Moi, j'entends parler des Chinois, je déboule direct, et pas comme l'autre con, là. Qui ça? Moi. Ok, bon bref, aujourd'hui dans cette vidéo de la transpiration, on va parler de perception et manifestement on va le faire avec Yann Solo de la chaîne 12 par sexe et avec PH du Point Génius. Les liens de nos chaînes sont dans la description. Le mien en premier, évidemment. Prenons un exemple, mettons que vous avez rendez-vous avec quelqu'un, voilà, vous ne connaissez pas son histoire, on s'en fout de son histoire, voilà, mais vous savez par contre que cette personne a 2 enfants. Et pour cet exercice, simplement, on va considérer que voilà, les enfants, c'est soit des garçons, soit des filles. Voilà, ok, c'est juste pour l'exercice, commencez pas à faire chier. Voilà, donc, vous arrivez devant la porte, vous toquez, il y a quelqu'un qui vous ouvre, et c'est un mec qui vous ouvre, qui dit « Ah, bonjour, je suis le fils de monsieur machin, avec qui vous avez rendez-vous. » Voilà. Ma question est la suivante. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit une fille? Non, répondez pas tout de suite. Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre 2 ou 3 choses sur ce qu'on appelle la perception. Alors, pas au sens biologique, pas au sens où on a la perception et la sensation qui, ensemble, constituent ce qu'on appelle les sens. Oui, ça d'ailleurs, tu en as parlé dans une de tes vidéos. Commence pas déjà à failloter, putain. Non, là, on s'intéresse vraiment à la perception au sens général, au sens du langage commun, au sens du vernaculaire, vous voyez, voilà. Et donc, pour comprendre la difficulté de cette question, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la réponse brute comme ça. Voilà, et ensuite, on va détailler. Donc, la probabilité que l'autre enfant soit une fille, c'est 2 chances sur 3. Peut-être que ça vous étonne, peut-être que vous êtes tout espanté, peut-être aussi vous avez envie de répondre « Mais non, Bruce, bordel, le second enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Il y a une chance sur 2, c'est tout. » Et vous aurez raison. Sauf que non, c'est pas la bonne réponse. Et alors, comment est-ce qu'on peut avoir raison et dans le même temps donner une mauvaise réponse? C'est une question de perception. Pour le gars avec ces 2 moutards là, il n'y a que 4 possibilités. Dès lors qu'on le répète, un enfant est soit un garçon, soit une fille. Commencez pas à nous faire chier dans les commentaires en disant que le genre biologique c'est un spectre et qu'il y a plein de possibilités, ou qu'au contraire, non, c'est parfaitement binaire. On s'en carre. On aurait pu vous faire la même devinette avec 2 pièces tirées à pile ou face. Là, on veut juste prendre un exemple plus parlant, justement parce que notre perception elle est plus intuitive dans ce cas. On fait ça pour vous. Donc, 4 possibilités. Soit le gars il a eu un garçon puis un garçon, soit il a eu un garçon puis une fille, soit il a eu une fille puis un garçon, soit il a eu une fille puis une fille, s'il n'a pas de bol. Alors, du fait que c'est un garçon qui a ouvert la porte, on peut déjà éliminer le dernier cas. Le gars chez qui on va n'a pas eu 2 filles. Ou alors... Non, Yann, s'il te plaît, commence pas. Ok, il reste donc 3 possibilités. Dans la première, l'enfant est un garçon, et dans les 2 autres possibilités, c'est une fille. Il y a donc 1 chance sur 3 pour que ce soit un garçon, et 2 chances sur 3 pour que ce soit une fille. C'est QFD, les gars. Prenez 2 secondes pour peser la portée du truc. Titre. Vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous savez qu'il a 2 enfants. Il y a un garçon qui vous ouvre la porte et immédiatement vous savez qu'il y a 2 fois plus de chances que l'autre enfant soit une fille. C'est quand même génial. Et vous allez peut-être vous dire, suite à notre démonstration, que c'est un petit peu contre-intuitif.
et vous aurez raison. Mais ça va même plus loin que ça en fait, c'est juste totalement absurde, ça n'a juste aucun putain de sens. Mais bien sûr que ça n'a pas de sens. L'autre enfant, c'est soit un garçon, soit une fille. Il y a une chance sur deux. C'est du 50-50. Racontez pas de conneries. Et alors, quel raisonnement est correct? Eh ben les deux sont corrects. Et qui a tort? Personne. Et alors du coup, vous allez me dire, ah mais c'est un paradoxe. Absolument, c'est un paradoxe logique. Sauf que les paradoxes logiques, eh ben, ça n'existe pas. Et commencez pas à me faire chier tout de suite avec le paradoxe de Zénon ou du prisonnier dans les commentaires. Hein. Je sais qu'il existe des paradoxes. Ce que je dis, c'est que ce ne sont pas vraiment des paradoxes. Que c'est une question de perception. Mais dans la théorie des ensembles, il peut y avoir des paradoxes logiques, comme le paradoxe du barbier par exemple. Le paradoxe du barbier, je l'aime beaucoup celui-là. Regardez, fermez les yeux, ouvrez la bouche. Et imaginez. Et imaginez, oui, on est dans un village, vous mettez un seul barbier. Voilà, il y a un barbier dans le village. Le gars, il doit raser tous ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils ne savent pas le faire. Et il ne doit pas raser tous ceux qui se rasent eux-mêmes. Il ne les touche pas. C'est dans son contrat. Il ne rase pas ceux qui se rasent eux-mêmes. Question, qui rase le barbier? Soit il se rase lui-même, mais dans ce cas, en tant que barbier, il ne doit pas se raser lui-même, ce qui est absurde. Soit il se rase pas lui-même, auquel cas c'est le barbier qui le rase. Donc lui-même. Ce qui est absurde. Voilà donc un vrai paradoxe logique. Alors, je vous l'accorde, on s'en tamponne de savoir comment il se rase Spignouf, mais c'est un paradoxe qui repose sur la théorie des ensembles. Ouais, sauf que non en fait, parce qu'en théorie des ensembles, on dirait qu'il y a deux ensembles. Il y a l'ensemble des gens qui se rasent eux-mêmes et l'ensemble des gens qui se rasent pas eux-mêmes. Et par construction, ces deux ensembles sont disjoints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élément en commun entre les deux. Mais dès lors qu'on dit que le barbier doit être rasé, eh ben on rend la construction de ces ensembles impossible. C'est pas un paradoxe, c'est juste absurde. C'est comme si je vous disais le Père Noël existe et le Père Noël n'existe pas en même temps. Ouais, c'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe, c'est juste con. C'est l'énoncé qui est absurde. Parce que ces ensembles ont justement exactement un élément en commun. Le barbier qui se rase lui-même et il ne se rase pas lui-même. Non, ça va pas. Non, en effet, ça ne va pas. Mais c'est le nom des ensembles, en fait, qui ne va pas. Il y a d'un côté l'ensemble des gens qui se rasent eux-mêmes et l'ensemble des gens qui sont rasés par le barbier. L'élément commun aux deux, c'est le barbier, qui à la fois se rase lui-même et est rasé par le barbier. Vous avez vu le truc? C'est moi j'ai vu que dalle. Je t'avais dit qu'il fallait pas l'inviter. Non mais si, on n'a rien changé à nos conditions de l'histoire du barbier. Mais c'est juste qu'il a prononcé des mots différents, mais du point de vue de notre perception, ça veut dire la même chose. Ouais, je sais, c'est chaud. Titre. Ah, j'ai failli l'avoir celui-là. Mais revenons 2 secondes à notre gars avec ses 2 enfants là. Vous allez voir la perception, comment on l'explose là. Vous frappez à la porte, le gamin il vous ouvre, et là il vous dit « Bonjour, je suis le fils de monsieur Leblanc ». Pourquoi le blanc? Le noir, je sais pas. Non, pareil, trop connoté. Mais c'est un nom, merde, c'est juste un nom. Et donc, vous savez qu'il y a 2 chances sur 3 que l'autre gamin soit une fille. Ça, c'est ce qu'on a dit. eh ben figurez-vous que si le même garçon ouvre la porte et dit ce coup-ci « Bonjour monsieur, je suis le fils aîné de monsieur machin », alors il n'y a plus qu'une chance sur 2 que l'autre soit une fille. Regardez les cas, c'est limpide. Si l'aîné est un garçon, il n'y a que 2 cas et c'est du 50-50. Pourtant, rien n'a changé dans les conditions de la devinette. On a juste rajouté le mot aîné. Non seulement ça, mais en plus on est parti de l'idée, a priori acceptable, que en gros, à la naissance, on a 50% de chance d'être un garçon ou une fille. Pourtant, on en connaît tous des familles où ils ont 4 enfants et c'est tous des garçons, ou bien 5 enfants et c'est toutes des filles. Je veux dire, il y a peut-être des prédispositions génétiques, des choses comme ça. Peut-être même, comme le pensait à propos des animaux un certain philosophe que je me garderais bien de nommer, J'ai la ref. peut-être qu'on conçoit plus de garçons quand le vent vient du nord. On n'est pas à ça près, pourquoi pas? Il a vraiment dit ça, lui? Oui. Et il était bon quand même. Eh oui. Bon, mais on s'en préoccupe pas de ça. Rappelez-vous, on a aussi dit qu'on pouvait tout aussi bien tirer 2 pièces à pile ou face. J'en tire 2 pièces à pile ou face. J'en regarde une. Elle est sur pile. Quelle est la probabilité que la deuxième soit sur face? Et maintenant, je change un petit peu la donne. Mais t'as pas répondu à la question, là. Laisse-moi continuer. Donc, je tire successivement 2 fois une pièce à pile ou face. La première fois, elle tombe sur face. Quelle est la probabilité que la deuxième que je tire soit sur pile? Retitre. Ouf, elle est technique celle-là. Mais c'est exactement la même situation qu'avec l'autre Trouduc et ses 2 moutards, là. Dans un cas, il y a 2 chances sur 3, et dans l'autre cas, il y a 1 chance sur 2. Pourtant, ce résultat, il vous gêne moins, hein? Pourquoi? Mais à cause de la perception, justement, parce qu'on ne perçoit pas de la même manière un père de famille avec ses 2 enfants et une expérience probabiliste avec des pièces de monnaie, parce qu'on n'a pas la même expérience de vie de ce que c'est qu'une famille avec 2 enfants ou de tirer et de compter statistiquement les piles ou face. Je vais prendre un autre exemple que peut-être vous connaissez, hein, c'est un truc assez classique qu'on raconte aux enfants vers 10 ans. Est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Dark Plagueis le Sage? Vous avez accès dans le noir à un tiroir à chaussettes. Les chaussettes sont en vrac dans le tiroir, hein, comme chez moi. Vous avez 50 chaussettes blanches et 50 chaussettes noires. Mais en vrac. Vous pouvez prendre autant de chaussettes que vous voulez, hein, mais dans le noir.
et ensuite vous rendre dans la pièce d'à côté qui, elle, est éclairée pour vous rendre compte des chaussettes que vous avez tirées. Et ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez 2 chaussettes de la même couleur. Noire ou blanche, peu importe, mais pas dépareillées. Question, combien de chaussettes devez-vous prendre pour être sûr d'avoir au moins une paire noire ou blanche? Le premier réflexe des enfants, c'est la réponse 51. Ça s'appelle le réflexe pastis. Ce qui est con, parce qu'en vrai, le premier bon réflexe des enfants, c'est de dire 52. Parce qu'avec 52 chaussettes, vous êtes assuré d'avoir une paire blanche, par exemple. Ce à quoi les enfants pensent en premier, c'est s'ils veulent une paire blanche, ils tirent une chaussette, elle peut être noire, ils tirent une deuxième chaussette, elle peut encore être noire. Il n'y a que si on en prend 52 qu'on peut être sûr d'avoir une paire blanche. Parce que dans le pire des cas, j'aurais sorti les 50 chaussettes noires en premier. Bon, évidemment, c'est pas ça la réponse attendue. Le raisonnement qu'on doit choisir, c'est le suivant. Mettons que je prenne une chaussette noire. Bon, si elle est blanche, c'est pareil, on s'en fout, c'est un cas symétrique, donc c'est la même chose. Je tire une deuxième chaussette. Si elle est de la même couleur, c'est gagné. Sauf que je peux pas en être sûr, ça. Donc, je vais me dire, pour assurer le coup, que c'est pas la même couleur. J'ai donc maintenant une chaussette blanche, une chaussette noire. Et bien, si j'en tire une troisième, soit elle est noire et j'ai une paire noire, soit elle est blanche et j'ai une paire blanche. C'est tout. J'ai eu donc à tirer 3 chaussettes. Easy, les gars. Alors peut-être que vous n'écoutez que d'une oreille distraite, parce qu'on ne vous la fait pas à vous, que vous la connaissiez déjà et que vous saviez que la bonne réponse c'était 3. Mais peut-être que vous ferez un peu moins les malins avec la version adulte de cette énigme, parce que je vous rappelle que celle-ci était pour les enfants. Elle est assez dure, vous voulez la tenter? Titre. Combien faut-il réunir de personnes au minimum pour vous assurer au moins 50% de chances que 2 d'entre elles fêtent leur anniversaire le même jour? Et combien pour 99%? Si tu m'invites avec Monsieur Sam, 2, parce qu'on est né le même jour. Tout le monde s'en cogne. Même Sam. Surtout Sam. C'est la même énigme que pour les chaussettes, elle est juste plus complexe, mais la mécanique est rigoureusement la même. Pour ceux qui veulent vraiment s'y coller, le réflexe naturel, c'est de répondre 183. Il y a même 184 parce qu'il y a un problème d'arrondi. Et leur raisonnement, c'est ça. Il y a 365 jours dans une année. Pour l'exercice, on va zapper le 29 février parce que sinon c'est chiant. Et on va partir du principe qu'une personne a autant de chances d'être née n'importe quel jour de l'année. Il n'y a pas plus de chances d'être née en avril qu'en octobre. Non, par contre, la Bruce, il va falloir que tu parles lentement, là. Mais non, t'inquiète, les gens sont plus intelligents que tu ne le crois. Ça, c'est vite dire. Donc 365 jours. La moitié, c'est 182,5. On arrondit à 183. Si je mets 183 personnes dans une pièce et que j'ai vraiment pas de bol, elles auront toutes un anniversaire différent. Mais si je fais entrer une 184e personne, alors elle est soit née un de ces 183 jours, soit un des 182 autres. Il y a environ 50% de chance. Et c'est correct comme raisonnement, mais avec la même erreur de perception que pour les chaussettes tout à l'heure. Parce que là, on cherche à trouver quelqu'un qui a le même anniversaire que la dernière personne qui est rentrée dans la pièce. Sauf que c'est pas ça la question. La question posée, c'est 2 personnes, peu importe lesquelles. Ça peut être les 2 premières personnes qui sont rentrées. Et du coup, la dernière qui rentre, elle n'est pas plus importante que les autres. La solution ne doit pas être basée sur elle. Chaque personne a ses propres probabilités. Et donc, c'est des probabilités qui s'additionnent. Au moment où vous faites rentrer, mettons, la 10e personne, il y a une probabilité qu'elle partage son anniversaire avec une des 9 personnes qui étaient déjà rentrées. Mais c'est pas tout. Parce qu'au moment où la 9e personne était rentrée, il y avait déjà une probabilité qu'elle partage son anniversaire avec les 8 personnes qui étaient déjà rentrées. Mais c'est pas tout. Parce qu'au moment Et où comme aucune de ces probabilités n'exclut les autres, ce sont des probabilités qui s'additionnent. Mais c'est pas tout. Parce qu'au moment où la 6e personne... Et la bonne réponse, du coup, c'est 23. Enfin, c'est 22, quelque chose, mais on arrondit à 23. Parce que quand la 2e personne était rentrée... Et à 30 personnes, vous êtes déjà environ à 70%. Et ça n'a rien d'exceptionnel. Parce que si vous y réfléchissez un petit peu, quand vous étiez à l'école, mettons si vous étiez comme moi dans une classe de 30 élèves, eh ben ouais, il y en avait 2 qui avaient le même anniversaire. C'est pas exceptionnel. Voilà. Et en plus, dans une classe, en général, c'est la même année. Donc c'était full même anniversaire. Et moi, je me rappelle d'ailleurs, une année, j'avais eu mon anniversaire qui était en même temps que la fille la plus jolie de la classe. Tu sais, c'était une bombe, c'était limite la plus belle du lycée. Tu vois. Puis, du coup, j'avais essayé de jouer un peu là-dessus, tu vois, de lui dire hey, on a le même anniversaire, ça peut matcher. Et alors, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé chez les flics. J'ai fait la même avec Mika Hakkinen, ouais, parce que lui aussi, on est né le même jour. Oui, et lui aussi, il s'en cogne d'une force. D'ailleurs, si je reviens maintenant à l'histoire du gars avec ses 2 enfants, en fait, c'est de là que vient l'erreur. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a vu, donc il y a 3 cas. Il y a soit il a eu 2 garçons, soit garçon-fille, soit fille-garçon. Mais dans le cas où il y a eu 2 garçons, celui qui a ouvert la porte, on ne sait pas si c'est l'aîné ou si c'est le second. Du coup, en fait, il y a 4 cas. Il y a celui qui a ouvert et un autre garçon est celui qui a ouvert, garçon-fille, et fille-garçon. Et donc on a bien une chance sur 2. Ce qui est logique en fait. Encore une fois, c'est une histoire de perception. Et sinon, pour avoir 99% de chance que 2 personnes fêtent leur anniversaire en même temps, il faut 58 personnes. Voilà, ça s'appelle le paradoxe des anniversaires. Oui. Alors que pourtant, c'est pas du tout un paradoxe. Non. Mais alors, Bruce, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui fait chier là? Mais alors, Bruce,
Pourquoi? Peut-être parce que la réponse est tellement contre-intuitive, 23, ça paraît tellement peu que ça paraît impossible. Voilà, ça paraît impossible. Parce qu'encore une fois, c'est une question de perception. Et tout ceci, mes petits amis, nous ramène à notre question initiale. Comment perçoit-on ces choses? Bon, sinon c'est joli, hein, non, il n'y a pas de souci, là je valide, hein. Mais pourquoi on n'arrête pas de bouger là? C'est chiant un peu. Ouais, sois déjà content qu'on la fasse pas en marchant, parce que je rappelle que sur cette chaîne, c'est une tradition. Tant mieux parce qu'en vrai, c'est un poil relou. On a déjà vu dans une vidéo précédente sur la chaîne que le cerveau ne sait pas penser en addition et en soustraction, mais qu'il pense en proportion, en multiplication. On l'avait vu ça? Oui, on l'avait vu. Bah moi je l'ai pas vu. Toi, de toute façon, tu vois jamais rien. Bah si, je vois plein de trucs. J'ai même vu Star Wars Holiday Special. Alors là, pour info, quand t'as vu ça, eh ben t'as rien vu en fait. Bon, messieurs, un peu de sérieux là, s'il vous plaît. Mettons que, par exemple, je décide de distribuer ma YouTube monnaie à 2 personnes. Alors, comme je suis une petite chaîne YouTube sans prétention, hein, et que je suis un YouTubeur merdeux avec une des vidéos qui sent le caca, qui c'est qui a écrit ça là? Ah c'est bon, t'inquiète, continue. Ouais. Bon, donc alors, mettons que je suis un YouTubeur avec une chaîne extrêmement prometteuse, au potentiel quasiment infini, hein, comme Son Goku. J'ai pour l'instant pas beaucoup d'argent à donner, hein, donc bon, si j'en ai plein mal quand même, j'en ai plein, mais bon, j'ai pas envie de tout donner non plus. Hein. Je vais donner 25 € par exemple, voilà, 5 billets de 5. On va donner 15 € à quelqu'un et puis 10 € à l'autre, comme ça, parce que je suis un YouTubeur cool quoi. Sauf que là, c'est équitable? Non. Il y en a un, il a eu 10 €, l'autre 15 €. C'est pas du tout équitable. Tandis que moi, qui suis blindé grâce à des placements beaucoup plus judicieux que la YouTube monnaie, C'est faux. j'ai 10 5 € à distribuer. 5 000 € à l'un et 5 005 € à l'autre. Est-ce que c'est équitable? Beaucoup plus. Pourtant, l'écart est le même, 5 €. Ce que veut dire Tic et Tac, c'est que l'écart est le même en addition seulement, mais pas en proportion. Dans le premier cas, il y a un gars qui a 50% de pognon de plus que l'autre, alors que dans le deuxième cas, l'écart n'est que de 0,5%. L'écart est 100 fois moindre. Ça fait hyper méga beaucoup moins. Voilà comment on perçoit les nombres, par exemple. Mais il y a autre chose. Notre cerveau fonctionne, pour le dire très simplement, à 2 vitesses. Et notre cerveau, c'est un organe qui, pour fonctionner, a besoin d'énergie. D'oxygène, nutriments, de l'eau, etc. Bref, notre cerveau, pour fonctionner, consomme des ressources qui sont limitées dans notre corps. Plus ou moins limité selon chacun. Et notre organisme a évolué de manière à minimiser nos dépenses en ressources, notamment en créant pour le cerveau 2 vitesses. Yann. Oui, alors, pardon. Donc, alors, il y a la première vitesse, hein, celle qui est rapide, hein, qui consomme peu, et qu'on va associer à la réponse intuitive. Pour la plupart des réponses du quotidien, on est capable de répondre sans réfléchir, hein, comme PH fait la plupart du temps. PH, qu'est-ce que tu fous? Je cherche un nid de frelon. Et je vais tellement te faire du mal, Yann. Hein? Mais moi, je porte plainte, moi. Je porte plainte, Bruce. Il m'a menacé, il fait quelque chose. Non, mais moi je me mêle pas du tout de vos histoires là, rien du tout, je veux rien savoir. En revanche, si vous êtes OK pour continuer votre texte un jour, bah je suis pas con. Oui, bah, il me fait un peu peur. Hein. Je sais pas si je vais tenir avec lui très longtemps. Hein. Pense à Ana de Armas. Pense à Ana de Armas. Voilà, señorita de Armas, ¿qué tal? Non mais Yann! Bon, donc, pour des questions complexes, eh ben, on a la deuxième vitesse, celle qui est lente et qui consomme plus. Si je vous demande comment ça va, vous me répondez sans réfléchir que ça va bien. Si je vous demande le produit de 2 nombres à 3 chiffres, vous devez vous poser et ne penser qu'à ça le temps de calculer le résultat. Veritasium a fait une vidéo là-dessus et il prend une énigme hyper classique en exemple. Vous achetez une raquette en plastique et une balle pour 11 € et la raquette coûte 10 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Alors là, votre premier réflexe, bande d'ensuqués, c'est si vous n'êtes pas méfiant, si vous n'avez pas le contexte de c'est une énigme, on va essayer de me troller. C'est de se dire que le tout fait 11 €. Donc fatalement, bah, la raquette fait 10 € et la balle 1 €. Ouais, c'est tout, fin de l'histoire. Là, c'est le cerveau rapide qui répond. Et c'est évidemment une mauvaise réponse. Et si c'est le cerveau-lent qui répond? Le cerveau-lent. À 10 € la raquette et 1 € la balle, l'écart n'est que de 9 €. En réalité, la bonne réponse est 10,50 € pour la raquette et 50 centimes pour la balle. Mais il faut se poser 2 secondes pour avoir la réponse, puisqu'il n'y a pas de chiffre rond, ce n'est pas intuitif. Et ouais, ça fout les moules, hein. Et c'est justement là où on veut en venir. Notre cerveau est à l'aise, tranquille. Notre cerveau n'est à l'aise et confortable que lorsqu'il n'est pas sollicité de manière à consommer des ressources limitées dans l'organisme. Quand on lui propose quelque chose de plus compliqué, oui, il y a le plaisir de résoudre un problème. Moi, si on me propose de choisir entre Emma Watson, Nathalie Portman ou Gal Gadot pour passer une nuit, eh ben, je vais me faire un plaisir de résoudre le problème. Non mais là c'est moi qui suis con aussi. Quand je parle de plaisir, je veux dire plaisir chimique, quoi. L'endorphine, la dopamine, toutes ces choses qui font qu'on se sent bien. Moi, je choisis Ana de Armas. Non, elle est déjà prise. Mais on doit lutter contre le réflexe en place dans notre cerveau de laisser passer notre intuition. Et ça, il y en a qui l'ont bien compris.
Qu'il s'agisse de réseaux sociaux comme le Facebook de ton oncle, le Twitter de ton cousin raciste, l'Instagram de ta belle-sœur moyenne bonne ou le TikTok de ta nièce de 12 ans, ou des plateformes plus généralistes comme Netflix, Disney+, ou Salto. Ce qu'il souhaite avant toute autre chose, c'est qu'une fois sur la plateforme, vous restiez sur la plateforme. C'est la priorité numéro 1. Parce que si vous ne restez pas, eh ben les autres priorités, on s'en fout. La priorité numéro 2, c'est obtenir votre engagement. C'est-à-dire que si vous êtes là, c'est bien, et si vous participez, c'est mieux. Titre, moi aussi j'en ai eu. Et peu importe qu'ils fassent ça bêtement, puisqu'on ne va pas se leurrer, hein, eux aussi agissent de manière parfois intuitive, en commettant des erreurs de jugement, des erreurs de perception. Par exemple, les séries Disney Boba Fett et Obi-Wan, ça c'est pas des erreurs de perception, c'est juste des erreurs, hein, des très grosses, hein, qu'on voit même depuis l'espace, hein, comme le cul de ta Il y a un exemple dont je parle souvent parce que c'est un exemple qui, une fois exposé, est hyper limpide. Comment est-ce que YouTube détermine la vidéo qui va vous suggérer ensuite, suite à celle que vous êtes en train de regarder? Il y a littéralement des centaines, peut-être des milliers de critères. À quelle chaîne vous êtes abonné? Quelle vidéo de ces chaînes vous avez vu, vous avez liké, vous avez commenté, vous avez partagé? Quel style de vidéo est-ce que vous aimez? Les gens qui regardent les mêmes vidéos que vous, qu'est-ce qu'ils regardent d'autres? Ça, c'est ce qu'on appelle classiquement les algorithmes YouTube. Jusqu'à il y a environ 4 ans, un des critères majeurs était le watch time, le pourcentage de la vidéo qui est regardée en moyenne. Si par exemple vous faites une vidéo de 30 minutes, bon, si en moyenne les gens se cassent au bout d'une minute 30, comme sur la chaîne de PH, c'est une mauvaise vidéo. Par contre, si les gens se cassent en moyenne au bout de 28 minutes, comme sur mon excellente chaîne, c'est une excellente vidéo. Tu nous partages une capture d'écran du watch time général de ta chaîne? Pas de problème. La période à laquelle ce critère était prédominant est ce que je pourrais appeler l'âge d'or de la vulgarisation. Parce qu'à l'époque, les vulgarisateurs avaient coutume de faire des vidéos de 30, 40, 50 minutes que les gens regardaient en entier. Les gens aimaient la vulgarisation, ils adoraient les vulgarisateurs et scandaient leur nom tels des groupies sur leur passage. Mais c'est fini cette période. C'est mort, terminé, terminado, bye bye, finito, exit, out, dead, dans le cululu. Est-ce que c'était une bonne chose que ce critère soit parmi les plus importants? C'est une question qui se discute parce que ça dépend avant tout de ce que cherche à obtenir la plateforme. Oui, parce que bon, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de vidéo? Tu t'organises un minimum pour la regarder. Tu te la réserves un petit peu le matin pour quand tu es sur le trône, ou alors le soir quand tu t'ouvres une mousse avant l'apéro. Bon, les gens ouvrent YouTube, regardent la vidéo et ferment YouTube et bougent ma gueule. Pour les gens, c'est très bien, mais pour YouTube, non. C'est-à-dire que pour YouTube, comme pour n'importe quelle plateforme, le but premier, c'est que vous restiez. Alors, il y a environ 4 ans, ils ont mis en place un nouveau critère. Ou peut-être que ce truc-là existait déjà avant, mais en tout cas, il a été plus mis en avant à partir de là. Difficile à dire, tout ceci est très secret. Et ce nouveau critère, c'est celui que j'appelle par déformation professionnelle le User Session Time, c'est-à-dire le temps de session de l'utilisateur. Précisément, c'est le temps qu'un spectateur reste sur YouTube après avoir regardé une vidéo donnée. Imaginez, pour chaque vidéo YouTube, l'algorithme est capable de dire combien de temps vous restez sur la plateforme après avoir regardé la vidéo. Vous saisissez le problème inhérent du truc? Ça, c'est typiquement un algorithme qui ne peut pas exister sur YouPorn. Parce qu'une fois que tu as trouvé la vidéo et que ça s'est très bien passé, tu n'as pas tellement besoin de rester plus longtemps. Il y a quelques années déjà, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « Le lieu le plus dangereux de France », qui parlait de l'effet cigogne, du fait de confondre corrélation et causalité. Les raisons qui font qu'après avoir vu une de vos vidéos, un utilisateur reste 5 minutes sur la plateforme ou 5 heures, mais ça ne dépend pas de votre vidéo, vous n'y pouvez rien. Eh oui, non, mais d'un côté, ça se tient. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a un public qui regarde des heures et des heures de vidéos chaque jour. On pourrait les identifier par les vidéos qu'ils regardent et ne suggérer que ces vidéos. Et à terme, on n'aura plus sur YouTube que des gens qui restent des heures chaque jour et les vidéos qu'ils regardent. Sauf que le problème, c'est que c'est un raisonnement à l'envers, en fait. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Si on dépasse notre simple perception intuitive de la chose, quelle est la bonne réponse? Imaginez le cas suivant. Vous avez 2 vidéos sur YouTube. 2 vidéos qui durent 1 heure, pile. La première, les gens la regardent entièrement. C'est normal, je suis dedans. 100% des gens regardent 100% de la vidéo. Ils restent même jusqu'à la fin pour entendre toutes les conneries, vous savez, du genre ouais, abonne-toi, partage, like, mets un pouce bleu, abonne-toi et puis pense à mon Tipeee, Tipeee, forcément. La vidéo est nécessairement excellente parce que les gens sont incapables de l'interrompre. En revanche, après la vidéo, les gens ferment YouTube et font autre chose. La deuxième vidéo, au contraire, le youtubeur, au bout de 11 secondes, te dit d'aller regarder une autre vidéo qui est marrante, et 100% des gens cliquent sur le lien pour aller voir la vidéo suggérée. Mais arrivé sur la deuxième chaîne, les gens restent des heures à regarder le contenu. Cette deuxième vidéo est-elle bonne? On peut imaginer que la chaîne vers laquelle elle renvoie, ça oui, elle est bonne, puisque les gens y restent des heures, mais la vidéo de base, on ne sait pas. Avant, il y a 4 ans, on aurait dit que c'était une mauvaise vidéo, puisque les gens la quittaient immédiatement. Mais du fait que les gens la quittent immédiatement, la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Pourtant, YouTube suggérera plus régulièrement cette deuxième vidéo. Ont-ils raison de le faire? Oui.
Clairement, oui. Cette vidéo génère de fait beaucoup d'heures de visionnage sur la plateforme et probablement beaucoup d'engagement de la part des spectateurs. Donc bien sûr qu'ils ont raison de le faire. Et pourtant, ils ont tort. Oh putain! Non mais sérieux, méfiez-vous de la perception que vous avez des choses, parce que dans le monde réel, rien n'est jamais aussi simple. Les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'elles y paraissent. Par exemple, servir un bon pastis, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. De toute façon, les exemples qu'on a donnés, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. 100% des gens qui font tous la même chose, sérieux, on n'est pas dans Warzone. En vrai, pour répondre à cette question, il faut d'abord, encore une fois, digresser sur un autre sujet, qui est connexe, qui est proche, mais qui est quand même différent. Putain d'oiseaux de leur mère. Peut-être que vous aurez remarqué que ces derniers temps, YouTube est particulièrement chiant, bon, on va dire exigeant sur ses conditions d'utilisation. Vous aurez sans doute entendu pas mal de créateurs qui râlent un peu à juste titre parce que souvent leurs vidéos se retrouvent démonétisées ou interdites aux moins de 18 ans. Elles se font claim par des maisons de disques ou des boîtes de production, souvent pour des extraits de quelques secondes sur des vidéos qui peuvent être très très longues. La réaction de la plupart des créateurs, c'est d'arranger le coup, de flouter un extrait vidéo, de couper, de biper les gros mots. Flouter et biper les trucs, ça me rappelle quand j'étais monteur vidéo chez Marc Dorcel. Pardon, quand t'étais quoi? Quand je montais des mecs qui démontaient. Et donc oui, YouTube a décidé que désormais, les gros mots, c'était plus possible. La putain de leur mère. La race de sa grosse chienne. Mais si j'ai plus le droit de dire ni connard ni vierzon, je fais comment moi? Et moi, quand je vois tous ces créateurs que j'aime d'amour, non pas eux, quand je vois ces créateurs céder parce qu'il faut que leurs vidéos sortent, parce que c'est leur gagne-pain, et qui coupent un extrait vidéo qu'ils ont pourtant le droit d'utiliser, ou qu'ils bipent un gros mot qu'ils ont pourtant le droit de prononcer, moi ça me donne envie de hurler. À chaque fois. Et croyez-moi, je sais ce que c'est le bras de fer des claims. J'ai donné, c'est usant, c'est frustrant, c'est long. Je comprends ça. Mais ont-ils raison de céder? C'est ça la vraie question. S'ils sont dans leur bon droit, ont-ils raison de céder? Encore une fois, tout ça n'est qu'une question de perception. D'un côté, il y a le principe de réalité. Putain, mais ferme ta... D'un côté, il y a le principe de réalité. Alors c'est vrai, voilà, il faut payer le loyer à la fin du mois. Et c'est vrai qu'engager un bras de fer avec YouTube ou Universal Music, ça peut durer plus longtemps qu'un mois. Entre parenthèses, YouTube a récemment modifié le fonctionnement des claims, c'est-à-dire que en fait, maintenant les gens qui vous claiment, ils ont 7 jours pour vous répondre si vous avez contesté, au lieu de 30 avant, donc franchement c'est carrément mieux pour nous, quoi. Je sais même pas bien si j'ai l'air de le dire, ça d'ailleurs. Alors par contre, ils peuvent toujours décider de vous envoyer chier sans justifier ni même donner une explication, hein. Ça change pas. Et donc, il est tentant de céder, puisque la réalité est la suivante. Il y a un problème que je peux résoudre tout seul, immédiatement, sans rien demander à personne. Ou alors, j'ai un problème que je peux faire régler à des tiers qui n'ont absolument aucune raison de vouloir m'aider, avec une réponse qui prend un temps infiniment long, et tout ça pour me recevoir un non à la 25e heure. Donc oui, ils ont raison de le faire par Jupiter. D'un point de vue pratique, ils ont raison de céder. Parce qu'il faut sortir de la vidéo et passer à la suivante. Parce que le public, il attend, le public réclame. Et si on n'a rien fait au bout de 4 jours, ils vont dire qu'on n'a rien branlé. Parce qu'il pardonne rien, le public. Sans déconner, quand il se passe rien sur la chaîne pendant une semaine, on se fait traiter de chômeur. Et d'où ça vient ça d'ailleurs que quand on parle à un youtubeur maintenant, chômeur c'est une insulte. Et puis le public il nous jettera en pâture dans l'arène à la première occasion, dans l'unique but de se divertir. N'êtes-vous pas rassasiés? Et en plus il y a plein de créateurs qui travaillent en équipe aujourd'hui. Il faut payer le cadreur, le monteur, l'ingé son. Non, pas l'ingé son. Enfin bon, ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas être continuellement dans une situation de blocage. Mais en même temps... Oui, en même temps, le fait de céder normalise la situation. Titre. Je parle pas du cas où vous utilisez sans autorisation une musique simplement parce que vous vous dites que ouais, Metallica comme générique sur votre émission, ça serait badass. Ça, vous n'avez pas le droit de le faire, donc vous ne le faites pas. Moi, je parle du cas où vous utilisez des extraits de musique ou de films que vous avez le droit d'utiliser. Si personne ne fait valoir ses droits, à votre avis, qu'est-ce qui va finir par se produire? Il y a là une société privée, commerciale, YouTube, qui vous force à altérer une de vos vidéos qui est juridiquement une œuvre de votre création, simplement pour satisfaire ses relations commerciales avec des sociétés tierces. Privées et commerciales également, des maisons de disques et des boîtes de production. Ou alors pour normaliser des valeurs prétendument universelles, mais qui en fait relèvent du puritanisme américain. Oui, parce qu'on ne va pas faire semblant de ne pas le savoir. Je veux dire, le fait de ne pas dire de gros mots ou de ne pas montrer de poitrine de femme, ça ne relève pas du droit, ni ici ni aux USA d'ailleurs. Ça relève des lobbies conservateurs qui imposent leurs valeurs à eux, aux médias aux USA, depuis des décennies. Et ça, vous voyez, ça c'est un problème. Parce que moi, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, je suis un grand féministe et je veux pouvoir voir autant de nichons de femmes que d'hommes, y compris les miens. Vous vous rappelez aux Oscars quand Will Smith a claqué Chris Rock? Beaucoup de gens aux États-Unis ont cru que c'était un sketch, alors que dans le reste du monde, la plupart des gens se sont vite rendus compte que c'était pas le cas. Et pourquoi? Parce que quand Will Smith dit Keep my wife's name out your fucking mouth! Aux USA, l'émission a été coupée parce qu'il dit fucking. Aux USA, mais pas chez nous. Nous, on a immédiatement su la phrase et la réaction de Will Smith. Aux États-Unis, le doute a pu s'installer. Mais pas chez nous, encore une fois, tout n'est qu'une question de perception.
Vous commencez à sentir où on veut aller ou... Titre. Bref, j'en reviens à mes collègues qui se font dollar jaunisés. Donc, Bah, ils ont raison de céder, ou à minima, on ne peut pas vraiment les juger pour ça. Mais la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont sans gros mots et sans extraits musicaux, y compris quand on en aurait pourtant le droit. Et ben, vous voulez que je vous dise? C'est comme ça qu'on installe un usage. Si vous regardez quasiment n'importe quel épisode des experts à la série US, il y aura forcément un moment donné où les mecs ils iront enquêter dans un club de stripteaseuses dans lequel les danseuses danseront en maillot de bain. En maillot de bain, putain, mais la honte! Alors après, ça dépend aussi du maillot, bien sûr. Il y a des choses qui sont très très jolies, hein. Et quand le maillot est très échancré, par exemple, hein, c'est... pas le sujet. Non mais sérieux, à quel moment c'est devenu crédible que dans un club de striptease dans lequel se terre un criminel recherché par la police, les danseuses, les stripteaseuses, elles dansent en maillot de bain? Alors là, je peux vous dire que si c'était moi le rédacteur, ça se passerait pas comme ça. Hein. Bah non, en fait, ça pourrait pas vraiment se passer autrement, parce que ça s'est installé petit à petit, vous savez. Je veux dire, par exemple, dans Le Flic de Beverly Hills, le 1, la scène dans le strip club, il y a des femmes topless. On voit des seins. Et là, je parle juste des États-Unis. Hein. Si je commence à parler de la France, me lancez même pas sur la Playmate du samedi soir. Tu veux que je le fasse, moi? Non, c'est bon, je pense bien que je vais le faire, c'était rhétorique, voilà. Alors là, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. À une époque où Internet n'existait pas encore, où les téléphones portables n'existaient pas non plus, il y avait une émission qui passait à la télé, sur TF1, en Access Prime Time, le samedi soir, à une heure de grande écoute, une émission constituée principalement de sketchs, avec des invités prestigieux. Une des premières télés de Jackie Chan, c'est dans cette émission-là. Oh là là, oh je me suis trompé. J'ai mis du détartrant pour WC à la place du gros sel. Oh là là, je suis vraiment désolé. C'est pas... Oh là, Alors, imaginez un peu le choc des cultures, quoi. Jackie Chan qui fait un sketch avec Guy Montagnier. Cette émission, créée et présentée par Stéphane Collaro, Les familles entières la regardaient. C'est-à-dire qu'on était à la table de la cuisine ou de la salle à manger, papa, maman, les enfants, tous devant TF1 en train de regarder cette émission qui se concluait par un striptease. Alors il y avait un sketch un peu bidon, genre c'était mis en scène pour expliquer qu'il y avait une excuse qui faisait qu'il y avait une nana qui d'un coup devait se dessaper devant des mecs qui en général bavaient autour. Ouais, c'était sans doute déjà un petit peu bof à l'époque. Bon, pas plus que ça, hein. Et la jeune femme finissait en string. et regarde, Kurt, colossale finesse. Plus je mets du courant, plus elle se déshabille. Topless en string. le samedi soir, à 20h, Sur TF1, devant des millions de spectateurs. Un programme qui n'était pas interdit aux moins de 16 ans, qui n'était pas interdit aux moins de 12 ans, qui n'était même pas interdit aux moins de 10 ans. et là, logiquement, vous allez me dire, Mais Bruce, tu viens de montrer des nichons sur YouTube, là, t'as pas le droit de faire ça. j'ai bien vérifié, J'ai bien lu les conditions d'utilisation de YouTube et j'ai le droit de le faire. Et du coup, vous allez me dire, Refais-le. non, Mais tu viens de dire que les plateformes nous laissent pas faire et qu'ils imposent leurs valeurs conservatrices américaines. C'est bien la preuve que non. si vous voyez la vidéo, soit il n'y a pas eu de bras de fer, soit j'ai pas cédé. Et qu'on soit clair, hein, je veux dire, si les seins ont été floutés, c'est parce que j'ai fini par céder, parce que moi aussi, il faut que je mange, hein, vous comprenez. Enfin, vous voyez comment ça... Excusez-moi de tenter des trucs. Non mais c'est très bien, il faut. Hein. Je veux dire, moi dans mes vidéos, j'essaie régulièrement de mettre du hentai. Bon des fois ça passe. Hein. Du coup, fin de la parenthèse sur la Playmate du samedi soir. Fin de la parenthèse sur la Playmate du samedi soir. Et du coup, on en était où? Les youtubeurs qui font des modifications à cause des claims. oui donc voilà, donc ils ont raison. De faire les modifications qui leur sont demandées, parce que ça résout rapidement et simplement leurs problèmes. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos qui respectent ces contraintes de plus en plus restrictives. Et évidemment, voilà, c'est la multiplication qui crée l'usage. Ça veut dire qu'à force d'avoir de plus en plus de gens qui font comme ça, et bah, du coup, il y aura de plus en plus de gens qui feront comme ça. Ce qui nous ramène à la question d'avant, hein, rappelez-vous, l'algorithme qui prend en compte le temps que l'utilisateur reste sur YouTube après avoir regardé une vidéo donnée. Le problème, c'est que les youtubeurs ne travaillent pas ensemble. Enfin, si, on peut. Ce que je veux dire, c'est que si maintenant vous regardez la vidéo de quelqu'un d'autre, ça ne me rapporte pas d'argent à moi. Mais à YouTube, si. Et YouTube gagne de l'argent, quelle que soit la chaîne, hein. Donc eux, ils s'en fichent de savoir hein, si les utilisateurs restent chez vous ou vont ailleurs, hein, dès lors qu'ils restent sur la plateforme. Et c'est là que les intérêts divergent. Et divergent, ça fait quand même un sacré morceau. Voilà, c'est bon, comme ça c'est fait. Yann, tu te calmes. Donc ça pousse naturellement comme un caca, et le mot est mal choisi, hein, parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Hein.
Mais ça pousse les créateurs à faire en sorte que leur contenu fasse rester les utilisateurs plus longtemps. Et comment on fait ça? Ah oui, tiens, comment on fait ça? C'est pour un ami. D'abord, il faut faire plein de contenu, mais genre plein, et régulièrement. Parce que du coup, comme ça, si vous regardez une vidéo d'une chaîne donnée, si cette chaîne, il y a plein d'autres vidéos, il y a plus de chances que l'algorithme suggère une vidéo de cette chaîne, une autre vidéo de cette chaîne-là ensuite. Et donc, vous allez rester sur la même chaîne. Sauf que pour rester, il faut que vous cliquiez. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour cliquer, eh ben, il faut une vignette qui donne envie de cliquer avec un titre qui donne envie de cliquer. Et c'est ainsi qu'on peut facilement tomber dans la vignette et le titre putaclic. Idéalement, il faut soulever une question qui pourrait être un peu subversive, mais pas trop non plus. Provoquer l'engagement des spectateurs, mais sans les fâcher, ce qui veut fatalement dire les fâcher contre autre chose. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi depuis quelques années, Le trend, le truc qui marchait bien, c'était le sujet politique. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on s'est tous réveillés d'un coup avec une conscience politique et l'envie d'en découdre? Concomitamment, est-ce que vous pensez vraiment que le Covid n'a pas accéléré ce truc-là? Après, on a tout à fait le droit d'aimer Hugo Décrypte aussi, hein. Bien sûr qu'on a le droit, tiens, on va se gêner. En plus, ça tombe bien parce que ces derniers temps, il parle vachement Formule 1. Ça devrait te plaire, Bruce. Si sur cette chaîne, par exemple, je me mets à faire une vidéo dans laquelle j'explique que les vaccins, c'est de la merde, c'est du pipeau, ça ne marche pas. Les vaccins en général, voilà. Bah, vous allez mettre des pouces rouges et vous allez vous barrer. Parce que vous avez l'habitude, sur ma chaîne, qu'on soit plutôt dans l'autre sens, en fait, qu'on soit plutôt à expliquer que les vaccins ont tendance à fonctionner, puisqu'ils fonctionnent. Mais si au contraire, je fais une vidéo dans laquelle je fustige les antivax, Et j'explique que tout ce qu'ils pensent, c'est de la merde, et que je détruis leurs arguments en carton, et ben là, ça va créer de l'engagement. Vous allez avoir envie de liker, de commenter, et de répondre à ceux qui vont répondre dans les commentaires pour détruire ces arguments en carton. Et je dis bien arguments en carton, en n'ayant pas le début de l'idée de quel argument je parle. C'est juste parce que je sais déjà, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous êtes des habitués de cette chaîne, on est déjà prêt, si vous voulez, à accepter l'idée que ces arguments sont en carton. Donc vous allez vous engager, commenter, partager, et c'est comme ça qu'on retrouve des vidéos partagées sur Twitter avec en commentaire un machin mais bidule en PLS. Et bien, si vous faites ça, vous allez générer du temps de session d'utilisateur et vous allez augmenter vos chances d'avoir une chaîne qui marche. Maintenant, est-ce que vous aurez raison de le faire? C'est encore une fois une question de perception. ce qui est sûr en revanche, c'est que YouTube a tort de pousser dans ce sens. Je veux dire, à force d'être continuellement dans la réaction, YouTube a perdu un peu de son sel, un peu de cette idée qu'on pouvait faire exactement ce qu'on voulait sur la plateforme. C'est-à-dire que YouTube n'a pas remplacé la télévision, YouTube est devenu la télévision. Presque. Pas encore tout à fait. Pourquoi tu dis que YouTube est dans la réaction? Non mais les gars, attendez, sans déconner, vous pensez vraiment que le format short, ça correspond à une idée quelconque de quelqu'un chez YouTube? Pensez pas qu'ils essaient juste de copier le succès de TikTok? Après, c'est pas mal aussi, le format short. Dire sur ma nouvelle chaîne YouTube, tu connais, il y a quelques vidéos au format short. Et ça marche mieux? Non. Super. Du coup, on peut penser qu'il serait préférable que les gens arrêtent De faire, par exemple, des vignettes et des titres putaclic. Et c'est vrai que si tout le monde était vertueux, eh ben ça se passerait mieux. Sauf que non, en fait. Parce que tout le monde n'est pas vertueux. Ça fait maintenant plus de 2 ans que Veritasium essaye de décortiquer l'algorithme et de viraliser chacune de ses vidéos. Donc, par exemple, quand il les met en ligne, il change la vignette le lendemain, il change le titre le surlendemain, etc. Et quand on l'écoute, à l'en croire, hein, moi je lui fais confiance là-dessus, il sort les chiffres et tout, ça fonctionne. Ça fonctionne même carrément. Sauf que dans le même temps, j'arrive plus à regarder ses vidéos. Parce que 10 fois de suite, ça m'est arrivé de cliquer sur une vignette, je pensais que c'était une nouvelle vidéo, et en fait, c'était une ancienne vidéo qu'il avait simplement renommée ou changé la vignette. C'est une bonne idée ça, je vais faire pareil sur ma chaîne. Alors, est-ce qu'il a raison de le faire? Bah oui, il a raison le bougre, de son point de vue oui. Il cherche à maximiser ses vues, il en a jamais fait autant, donc oui, il a raison. Est-ce que je pense que c'est dommage? Bah oui, un peu. Parce qu'un résultat statistique est déshumanisant. Alors peut-être que statistiquement, il fait plus de vues, mais l'individu que je suis prend moins de plaisir à regarder ses vidéos. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est lui qui avait fait une vidéo il y a quelques années sur pourquoi les arbres de la forêt tropicale étaient tous hauts et globalement tous de la même hauteur. Je vous le fais rapidement, mais le mécanisme est le même que celui qui provoque le bordel dans les aéroports au tapis roulant pour récupérer ses valises. Si tout le monde restait 3 mètres en arrière, il n'y aurait pas de bordel, hein. Vous voyez votre valise, vous allez la prendre, il y a de la place, c'est bon. Mais si une seule personne avance avant que les valises débarquent, elle va gêner la personne d'à côté, qui du coup va s'approcher également, et au bout du compte, tout le monde se colle au tapis comme des mouches sur une vitre, et ce, bien avant que les premières valises arrivent. Bon, on le fait tous, hein, et on est tous cons, hein, et on le fait parce que les autres le font. Elle est belle la France. Et dans notre cas, YouTube pousse à ce qu'on le fasse. Et comme il y a des gens qui le font, ça nous incite d'autant plus à le faire. Parce que si on le fait pas au final,
On se tire une balle dans le pied. Et ça, c'est juste YouTube. Si on commence à rentrer dans les bulles filtrantes des réseaux sociaux, la perception, elle vous pète à la gueule. Titre. Non, ça c'est dégueu. Ça dépend comment c'est fait. Parlons du réseau social préféré des Français, Twitter. Le préféré des Français? Bah, c'est le préféré de personne, hein, t'inquiète. Même si tout le monde est dessus. Comme ta mère. Oh non, on avait dit pas les mamans. Bon, là, je vais devoir me séparer de mes camarades pendant quelques instants parce que je vais vous partager un truc perso. Et comme tous les trucs perso, c'est possible que ça passe mal. Et j'ai pas spécialement envie que ça vienne éclabousser les autres. Titre. On m'a récemment fait un reproche sur Twitter, celui de plus souvent marquer mon désaccord avec des tweets plutôt de gauche qu'avec des tweets d'extrême droite. Du coup, la question s'est posée légitimement de savoir si j'avais pas quelque accointance avec l'extrême droite ou alors si peut-être mon cœur ne penchait pas plus à droite qu'à gauche. Déjà, est-ce qu'on a raison de tirer ce genre de conclusion? Alors oui, vous en avez le droit. Vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. Encore une fois, c'est une question de perception. Mais vous auriez tort. Je ne vais pas rentrer dans mon positionnement politique. J'ai jamais fait, j'ai pas l'intention de le faire. C'est pas mon rôle et j'ai aucune pertinence particulière à parler de politique. C'est-à-dire que si je me mets à parler de politique, je serai exactement aussi pertinent que vous ou que n'importe qui d'autre. En revanche, il y a un truc que je peux dire assez clairement, c'est que j'aime pas l'extrême droite. Voilà. L'extrême droite, c'est pas ma came. Je n'aime pas les idées véhiculées par l'extrême droite, j'aime pas les principes de l'extrême droite. J'ai été harcelé, doxé et swatté par des gens d'extrême droite, donc pour résumer en un mot, l'extrême droite, c'est pas du tout mon truc. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là que je peux taper sur des tweets de gauche, qui peuvent me déranger, et pas sur l'extrême droite? Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, j'ai cherché dans mes tweets, je ne tape quasiment jamais sur l'extrême droite. Sauf que maintenant que vous avez compris tout ce qu'on a raconté avant, vous savez que c'est une question de perception, vous pouvez vous poser la question de pourquoi. Et bien la raison, c'est tout simplement parce que je ne vois pas d'extrême droite dans ma timeline. Il n'y a pas d'extrême droite dans ma timeline. Je ne follow pas de gens d'extrême droite. Les algorithmes de Twitter ont très bien compris que s'ils me proposaient des trucs d'extrême droite, je n'allais pas réagir, ça n'allait pas générer d'engagement de ma part, puisque je ne me mêle généralement pas de politique. Et donc voilà, donc il n'y a pas d'extrême droite dans mon Twitter. Point final. Sauf que quelqu'un qui me suit sur Twitter, lui, peut très bien en voir dans sa timeline, parce que peut-être que lui est plus engagé politiquement, il s'intéresse à plus de sources d'actualité que moi, et donc il peut voir passer des choses, on va dire des tweets de gauche que je trouve hors de propos sur lesquels je réagis, et il me voit réagir, et puis dès qu'il y a un tweet d'extrême droite que lui voit, il ne me voit pas réagir. Il peut s'interroger et s'en offusquer. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est une question de perception et qu'on a tous ce biais-là. La perception qu'on avait de l'actualité était déjà biaisée à l'époque où les seules sources d'information qu'on avait, c'était en gros la presse papier, la radio et la télévision. Mais depuis les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux, plus personne ne voit la même actualité que son voisin. Personne. Donc ne présumez pas de ce que quelqu'un d'autre perçoit de ce que vous voyez. Personne ne voit la même chose, tout est totalement biaisé, et ce dans le seul but de vous faire rester, de vous faire liker, commenter, partager. De mon côté à moi, je vous garantis que je vois bien l'énorme biais dont il faut être la victime pour croire que je puisse avoir la moindre accointance avec l'extrême droite. Et ça, je peux vous dire que c'est difficile à avaler. Bon titre. Bon, si on en revient au paradoxe logique, là si vous avez suivi, vous avez compris que les paradoxes logiques, que ça n'existait pas. Et ça n'existe pas. Chaque fois qu'il y a un paradoxe logique, en fait, derrière, il y a une ambiguïté ou une absurdité au niveau de l'énoncé qui fait qu'on sort de la logique pure pour entrer dans le domaine de la perception. Parce que c'est beaucoup plus facile de tromper les gens avec leur perception. Vous savez, si vous prenez par exemple cette image. Et c'est d'ailleurs, tu fais bien de montrer ça parce que ça c'est une image qui me touche et qui parle de quelque chose qui tient une place majeure dans ma vie. Les dauphins? Non, pas les dauphins. Les dauphins, j'en ai rien à carrer. Non, ce que je veux dire, cette image, si vous la montrez à des adolescents ou à des adultes comme nous, et vous leur demandez ce qu'ils voient, mais qu'est-ce que vous voyez là? Automatiquement, vous allez voir un couple qui essaye plus ou moins de copuler. Alors, si vous montrez ça à des enfants, genre 5 ans, eux, ils verront les dauphins. Mais par contre, vous, bande de gros dégueulasses, il va falloir les mettre en surbrillance pour que vous les voyez, ces putains de dauphins. Et oui, on dit des gros mots. Ne serait-ce que pour rappeler qu'on a le droit de le faire. Et ça peut vous choquer, hein, ou pas? Question de perception. Prenez le temps d'y penser.